Mesdames et messieurs, Batata, Bamama, Bandeko, Batata, Bamama, bonjour. Je reviens dans le cadre de notre chronique hebdomadaire pour vous édifier, pour tenter d'apporter un certain nombre d'éléments d'information au sujet de deux actualités qui sont brûlantes dans notre pays ou qui concernent notre pays. En tout cas, la première actualité, c'est les questions relatives à la dette, à la fameuse dette qui est en train de faire couler beaucoup d'encre dans notre pays. Et le deuxième sujet, ça sera relatif à ce qui se passe au Mozambique. Et l'intitulé, c'est Mozambique, République centrafricaine, RCA, que nous pensons être un champ d'expérimentation de l'accord Kigali-Brazzaville, signé entre M. Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame. Revenons au premier sujet, la dette. La dette. Mesdames et messieurs, vous savez, il y a Albert Camus qui dit ceci. Quand il n'y a pas d'espoir, il faut inventer l'espoir. Ça, c'est Albert Camus qui dit, un écrivain français. Mais si je le dis, c'est parce que, à travers ce que nous entendons sur l'endettement, le surendettement de notre pays, il y a comme un désespoir. Mais je viens en tant que coordonnateur du projet commun pour la Renaissance du Congo, acteur politique, pour essayer de dire aux Congolais qu'il y a de l'espoir. Malgré l'endettement insoutenable qui plombe notre pays et qui a créé une crise multidimensionnelle et multisectorielle, entre autres, cette fameuse dette pour notre pays. Alors, notre Fight Tank, c'est notre laboratoire d'idées auprès qui travaille en fait. Il y a des animateurs qui travaillent dans notre Fight Tank du projet commun pour la Renaissance du Congo, en tout cas notre dynamique citoyenne. Nous avons commencé à réfléchir sur cette histoire de dette. La dette, mesdames et messieurs, c'est un crime en fait, la dette. Pourquoi c'est un crime? La dette, quand elle devient insoutenable, elle devient un crime. Elle devient un crime. Pourquoi? Parce que la dette a pour conséquence essentielle de détruire en fait l'éducation. Parce que lorsqu'un pays est hyper endetté, il y a des secteurs, surtout pour des pays autoritaires, il y a des secteurs qui sont complètement délabrés ou des secteurs dont l'État ne s'en occupe plus. Par exemple, le secteur de l'éducation. C'est ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Et souvenez-vous, maintenant, là, au moment où je vous parle, il y a possibilité qu'on puisse avoir une année blanche au niveau de l'université parce que les encadreurs sont toujours en grève. Du côté de l'enseignement primaire et secondaire, c'est la même chose. Tout est détruit, presque détruit. Et la dette, le surendettement, c'est aussi un crime. Pourquoi? Parce que c'est un sacrifice des générations futures. C'est comme dans un foyer. Lorsque vous êtes un père de famille et que vous décidez à vous endetter, vous allez partir un jour parce que l'État, c'est une continuité. Vos enfants vont se retrouver avec des dettes le jour de votre départ sur cette terre. Ben, il y a des créanciers qui vont dire, ben, écoutez, votre père, voilà un peu la situation. L'image qui est la nôtre aujourd'hui pour le Congo-Brazzaville. Alors, il y a deux sortes de dettes. Parce qu'un pays ne peut pas vivre en autarcie. Un État, bien entendu, peut contracter des dettes pour un certain nombre d'objectifs. Comme on dit, un État stratège peut, à travers des orientations programmatiques, emprunter pour investir dans tel ou tel secteur d'activité. Ce qui fait que nous avons distingué, nous savons qu'il y a deux sortes de dettes. Il y a ce qu'on appelle les dettes vertueuses. Une dette vertueuse, c'est une dette en réalité qui est là pour construire en fait un patrimoine collectif, qui peut être là qui peut être contracté pour
construire un patrimoine collectif, qui peut être contracté pour financer des dépenses collectives, pour réduire les déséquilibres financiers et autres dans un pays. Et il y a quelques exemples que nous pouvons prendre tout au long de l'histoire de notre pays. Je prendrai l'exemple du président Youlou, lorsqu'il arrive aux affaires, pour les 3 ans. Le président Youlou a pu se doter le Congo en tout cas, d'un patrimoine immobilier. Vous avez entendu parler de la Mecque, place de la République. Vous avez entendu parler de là où aujourd'hui se trouve le siège de l'ambassade du Congo, Paul Valéry. Il y a eu aussi, du côté de, je parle de Port-Royal ici, ceux qui connaissent Paris, il y avait aussi un immeuble dont le président Pascal Lissouba avait doté, en tout cas ces 3 immeubles, pour à la fois servir aux stagiaires et aux étudiants qui venaient pour se former en France, et de l'autre côté, donner un siège et une représentation diplomatique digne d'un pays comme le Congo-Brazzaville. Quand on parle de la dette toujours vertueuse, on peut parler du président Massamba Deba. Tout au long de son mandat, en tout cas, il est resté aux affaires, nous nous sommes rendus compte que, en creusant un tout petit peu à travers une coopération bilatérale, le Congo a pu contracter des dettes ou comment on peut appeler ça, des accords de coopération qui ont doté notre pays d'un secteur productif de l'État afin de lancer, de créer un embryon d'un tissu industriel. Et on parlera de pas mal d'usines qui ont été érigées sous le magistère du président Massamba Deba. Le président Marien Ngouabi, par exemple, on peut parler de ce qu'il a réussi à démocratiser l'éducation nationale. Ce qui fait que tout au long des 9 ans il est resté au pouvoir, vous avez vu ériger un peu partout dans la République des écoles, des lycées et autres, un peu partout dans la République des hôpitaux. Donc voilà un peu ce qu'on appelle la dette vertueuse. On emprunte pour ériger, pour l'intérêt collectif, pour l'intérêt général. On peut parler de Sassou 1. Oui, Sassou 1, par exemple, jusque dans les années 85, lorsque le président Denis Sassou Nguesso, en tout cas sous Sassou 1, a pu vaincre la Vasière dans la Likola pour construire cette route. C'est dans le cadre d'une coopération, je crois, avec les Brésiliens, et on s'est endetté. Ce n'est que normal. Et le président Pascal Lissouba, lorsqu'il arrive aux affaires, il n'a pas eu le temps, mais il y avait des projets qui devaient consister véritablement à emprunter pour se lancer dans des investissements productifs et qui pouvaient créer de la richesse, sinon créer des emplois et autres. Voilà un peu quelques exemples que j'ai voulu prendre au sujet de la dette vertueuse. Mais c'est tout le contraire aujourd'hui de la dette qui aujourd'hui plombe notre pays et qui fait en sorte que le Congo est devenu presque un pays mendiant. C'est ce qu'on appelle la dette odieuse. Alors, la dette odieuse, c'est quoi? La dette odieuse, c'est presque 90% de la dette congolaise. C'est ce qu'on appelle une dette odieuse. C'est lorsqu'il y a 3 critères pour qualifier une dette d'une dette odieuse. Le premier critère, c'est l'absence de bénéfices pour les populations. Donc, on emprunte, et lorsque les populations posent la question de savoir qu'est-ce qu'on a fait avec cette dette, personne ne sait. Par exemple, le Congo s'est endetté pour le barrage d'Imbulu. Les Congolais n'ont pas d'électricité. Donc, il n'y a aucun bénéfice pour les populations. C'est l'absence comment je peux dire ça, de consentement de l'État. Nous allons y revenir un peu plus tard. Ça dit qu'il y a des dettes, il y a eu des dettes, il y a eu des emprunts du Congo
au nom du Congo, je dirais plutôt au nom du Congo, mais dont l'État congolais, à travers les deux chambres du Parlement, ne sont pas au courant. Je vous parle tout simplement, par exemple, des différents accords que signe actuellement Denis Christel Sassou Nguesso. Le dernier, qui est d'actualité, c'est par exemple les accords signés avec le Rwanda. Ces accords ont été signés entre M. Christel Denis Sassou Nguesso, M. Denis Sassou Nguesso, son père, et de la partie rwandaise, M. Paul Kagame et son gouvernement. Mais ces accords n'ont pas eu l'onction, n'ont pas été traités au niveau du Conseil des ministres, n'ont pas eu l'onction, sinon examinés du côté des deux chambres du Parlement et d'autres organes qui devaient avoir un regard par rapport à ces accords ou par rapport à ces emprunts. Et bien entendu, le troisième critère, c'est la complicité des créanciers. C'est-à-dire qu'on va emprunter chez un créancier multilatéral, bilatéral ou commercial, et bien entendu, ce créancier sait pertinemment que ce que l'emprunt que j'ai pu accorder, ou les prêts plutôt que j'ai pu accorder au Congo-Brazzaville, ça n'ira pas au bénéfice de l'État, mais sinon, ça ira à travers des rétrocommissions dans les poches des dirigeants de ce régime-là. Voilà les trois critères. Absence d'un bénéfice des populations, absence du consentement de l'État et complicité des créanciers. Et non, en disant cela, bien entendu, les Congolais doivent se demander, mais effectivement, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve avec autant de dettes et nous n'avons pas, bien entendu, ni le bénéfice, on n'a pas donné notre accord et il y a une espèce de complicité des créanciers. Alors, nous allons voir les différentes dettes, mais on va aller très très vite parce que les détails, on prendra trop de temps. On va aller relativement vite. Et j'en profite pour remercier monsieur Brice Landry-Deco, la rédaction de Jana TV de monsieur Sir Makosso, à travers la matinale. Ils ont fait un travail considérable. Et notre fight tank du projet commun pour la renaissance du Congo et moi-même, nous avons pris soin de relever ce qu'ils ont mis sur la place publique pour l'exploiter. Alors, au cours d'une émission de la matinale, M. Landry-Deco a publié les éléments qu'il a sur les dettes congolaises, sur la dette congolaise. En tout cas, de manière pas exhaustive, mais les éléments essentiels. Il y a d'abord la dette multilatérale. La dette multilatérale du Congo s'élève à 630 milliards 757 millions 952 104. 630 milliards. Alors, la dette multilatérale du Congo, c'est auprès de la Banque mondiale, plus de 317 milliards, auprès du FMI, plus de 26 milliards, donc Fonds monétaire international, auprès de l'Union européenne, 13 milliards à peu près, auprès de la Banque africaine de développement BAD, 211 milliards, auprès de la B2AC, Banque de développement des États de l'Afrique centrale, plus de 20 milliards, auprès de la Banque arabe de développement économique pour l'Afrique, plus de 14 milliards, auprès de la FIDA, le Fonds international de développement agricole, plus de 18 milliards, et auprès de l'OPEP, qui est l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, plus de 10 milliards. Donc la totalité nous fait 630 milliards. Juste un élément là-dessus. Prenons le cas du FMI qui est souvent au Congo-Brazzaville, qui souvent est d'actualité. Depuis que le Congo est au programme avec le FMI, malgré les recommandations du FMI, par exemple l'audit de la SNPC, l'audit d'un certain nombre de structures, la réduction comment on appelle, du train de vie de l'État, les réformes structurelles, jamais le Congo est allé ne serait-ce que à mettre en application ces recommandations.
Mais de temps en temps, il y a comme ça des facilités de paiement, des facilités de crédit plutôt. Et ces facilités de crédit, aujourd'hui, on peut les estimer à plus de 26 milliards. Mais malheureusement, les Congolais ne voient que du vent. Prenons le cas de la Banque mondiale. Et là, j'ai un cas tout à fait précis dernièrement. Il me semble avoir aperçu, comme d'habitude, les autorités du Congo-Brazzaville sur des projets. Et généralement, ces projets-là, on ne voit jamais le jour. Alors, après la dette multilatérale, passons à la dette bilatérale. La dette bilatérale du Congo auprès des bilatéraux membres du Club de Paris, parce qu'il y a les membres du Club de Paris et les membres du Club de Londres, s'élève à 431 milliards 814 millions 407 098 francs CFA. C'est auprès de la France, 279 milliards, auprès de la Belgique, 89 milliards, auprès de la Suisse, 5 milliards, à peu plus de 5 milliards, auprès de la Russie, plus de 18 milliards, auprès du Brésil, plus de 39 milliards. Et bien entendu, il y a les bilatéraux, c'est-à-dire la coopération entre deux pays, qui sont non membres du Club de Paris. Vous avez les Émirats arabes unis, plus de 5 milliards, l'Arabie saoudite, plus de 46 milliards, le Koweït, plus de 31 milliards, l'Angola, un pays africain à côté de chez nous, là, qui a eu l'indépendance en 1975, plus tard que nous, on lui doit plus de 21 milliards. La Chine, c'est la plus grosse dette, on y reviendra. La Chine, c'est plus de 1961 milliards 622 millions 192 869. 1961 milliards. C'est la Chine. Et cette Chine-là, je souligne, c'est dans le cadre du partenariat stratégique Chine-Congo, dont le chef d'orchestre, c'est bien entendu M. Jean-Jacques Bouya. Et vous avez l'Inde. L'Inde, nous sommes à 99 milliards. La Turquie, 43 milliards. Autre, l'Afrique, c'est, on va dire, Haute-Afrique. Haute-Afrique, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, nous sommes pratiquement à plus de 3 milliards. Donc, on doit même à la Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal. Voyez-vous, mes chers compatriotes, la dette bilatérale. On va aller très vite. Après la dette multilatérale, la dette bilatérale, on va passer à la dette commerciale. Le Club de Londres, les créanciers, nous avons Delaware Street, Afrexim Bank, et cette dette s'élève à 428 milliards 699 millions 886 633 francs CFA. Et nous avons les traders, on va y revenir. Les traders, ce sont des sociétés qui sont implantées un peu partout, en Suisse, aux États-Unis, à Londres, en France, un peu partout. Donc, le rôle est de servir d'intermédiaire pour vendre sur les marchés, soit nos produits hydrocarbures, nos produits miniers, voire nos produits forestiers. Et là, vous avez Trafigura, Glencore, Orion, mais ce texte a oublié Gunvor. Donc, on a au moins 4 traders. Et la dette s'élève à plus de 1000 milliards 483 millions 399 476 1483 milliards 399 francs 399 millions 476 187 000 francs CFA. Donc après la dette bilatérale avec la Chine, la deuxième dette dans le stock de la dette congolaise, ce sont les traders. Et les traders, il y a au moins 3 traders
dont l'intermédiaire principal, c'était M. Christelle Sassou Nguesso, lorsqu'il il travaillait à l'aval pétrolier auprès de la SNPC, Christelle Denis Sassou Nguesso. Et Orion, c'est ce fameux M. Ebata, qui est poursuivi en France ici, mais lorsqu'on a creusé, plusieurs investigations ont démontré qu'en fait, cet argent, c'est près de plus de 145 milliards de Orion, qui est une société de M. Ebata, qui est un Congolais. Donc, conflit d'intérêts, ce monsieur est en même temps le conseiller, était en même temps le conseiller spécial de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, conflit d'intérêts. En réalité, cette société, si on creuse, c'est une société qui est le prête-nom. M. Ebata n'est que le prête-nom de M. Denis Sassou Nguesso. Et bien entendu, toujours dans ces dettes commerciales, il y a les sociétés chinoises à hauteur de 313 milliards. Donc, en dehors du partenariat, d'autres sociétés chinoises. Mais lorsqu'on creuse, ces sociétés chinoises sont des prête-noms d'un certain nombre d'oligarques. On parle souvent de M. Bouya. Donc, je viens là de vous faire l'économie pour planter le décor de cette dette. Donc, on a parlé des dettes vertueuses et on a parlé, là, je viens de vous décrire ce que nous appelons les dettes odieuses. Cette dette odieuse est constituée à la fois du côté du multilatéral, du bilatéral et du commercial. Mais là, tout à l'heure, je n'ai pas aussi cité les dettes comme avec M. Odjedj et autres. Tout ça n'a pas été inscrit. Et bien entendu, je n'ai pas parlé de la dette intérieure. La dette intérieure, il y a des sociétés, il y a des opérateurs économiques congolais jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais été payés. Il y a aussi, bien entendu, toujours au niveau de la dette intérieure, des banques. Les banques congolaises qui ont pignon sur eux au Congo-Brazzaville, qui, deux fois, prêtent de l'argent au gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso pour payer les travailleurs et autres. Tout ça, ça constitue cette dette odieuse. Mais cette dette odieuse, mesdames et messieurs, la question qu'on se pose, c'est ça. Si j'ai dit tout à l'heure que ce sont des crimes parce qu'on sacrifie des générations futures, cette dette odieuse, c'est un crime parce qu'elle sacrifie des générations futures, c'est-à-dire des jeunes, notamment. Cette dette odieuse détruit un certain nombre de secteurs les plus sensibles, donc l'éducation, la santé et autres. La question qu'on se pose, c'est de savoir, mais comme elle est odieuse, pour les critères que je viens de démontrer tout à l'heure, est-ce que demain, une fois que nous avons réussi à faire partir M. Denis Sassou Nguesso, nous avons trouvé des solutions pour que cette affaire-là s'arrête, est-ce qu'il y a possibilité de récupérer cet argent? La réponse est oui, mes chers compatriotes. Pourquoi? Parce qu'il y a une jurisprudence. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence qui a été édictée après les révolutions démocratiques, bien entendu, en Amérique du Sud. Tous les régimes autoritaires qui ont été déboulonnés, lorsque les dirigeants démocratiquement établis sont arrivés, et bien entendu, ils se sont constitués presque en partie civile pour amener devant les juridictions internationales les éléments qui prouvaient à suffisance que, étant donné que ces dettes contractées par les régimes qui étaient là avant n'ont pas rempli ces trois critères, c'est-à-dire l'absence de bénéfices pour les peuples, l'absence de consensus ou de consentement de l'État, la complicité des créanciers, ils ont réussi à démontrer cela. Et en cela, face aux créanciers, ils ont pu avoir gain de cause. C'est effectivement le travail qui est en train de se faire. Je ne veux pas rentrer dans les détails, qui est en train de se faire auprès de notre think tank du projet commun pour la renaissance du Congo. C'est un peu ce travail qui a commencé lorsque vous m'avez vu sur une chaîne sœur, Diana TV, au Luxembourg, lors de ma rentrée politique. J'avais tenu à dire que ce que nous avons découvert, que nous avons commencé à découvrir au Luxembourg, c'est-à-dire les créances, c'est-à-dire l'argent planqué, l'argent des Congolais, bien sûr, planqué dans ces paradis fiscaux, ça nous a donné des vertiges.
Et cet argent, nous devons tout faire pour les saisir, pour les ramener voilà, ramener aux Congolais. C'est l'argent des Congolais qu'on a volé, on est parti planquer. Et d'ailleurs, j'étais parti sur même une proposition en disant que ceux qui voudraient se comporter comme des voleurs patriotes, comme on a réussi à le faire en Angola, ils pouvaient avoir comme ça une espèce de compréhension des autorités qui seront là pour essayer de mobiliser les fonds afin de relancer notre machine économique et en contrepartie, ils pourront bénéficier d'un certain nombre de souplesse lorsque la machine judiciaire devrait passer. Mesdames et messieurs, voyez-vous que cette fameuse dette, contrairement à ce que vous entendez aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'on a trouvé des solutions. La seule solution à cela, c'est que les Congolais s'asseyent pour regarder de fond en comble, auditer ces dettes et pour ceux qui seront identifiés comme étant des voleurs, qu'ils rapatrient ces fonds. Pour ceux qui veulent jouer au Angualima, comme on dit, c'est moi le terme, c'est-à-dire des grands voleurs, ces gens-là, c'est la justice qui va s'en occuper. D'où, vous avez vu dernièrement, on nous a annoncé des réformes au niveau des institutions financières du Congo-Brazzaville, au trésor, aux impôts et autres. Mais je voudrais vous dire, mes chers compatriotes, ce ne sont pas les hommes qui posent problème, c'est les structures qui posent problème. Parce que vous pouvez aller prendre un voleur, c'est quelqu'un qui a volé hier, et aller le nommer à un autre poste de responsabilité, il n'y aura pas de changement. C'est la poudre aux yeux qu'on met sur la tête des Congolais. Et surtout, dernièrement, on nous a dit qu'au niveau des ministères des Finances, on a mobilisé de l'argent en discutant, en négociant avec les emprunteurs, de ceux qui avaient acheté les obligations de l'État, les fameux emprunts obligataires de plus de 2000 milliards auprès du marché de la CEMAC, et qu'on avait négocié pour échelonner cette dette afin de donner un peu plus de marge de manœuvre financière au Congo-Brazzaville. Tout ceci, c'est de la poudre aux yeux, mes chers compatriotes. C'est de la poudre aux yeux parce que ça n'a pas tardé. Les services, sinon les services de notation internationaux, sinon des entreprises, sinon les institutions de notation plutôt, ont commencé à déclasser le Congo de 3, 4 points. Pourquoi? Parce que, pour expliquer tout simplement que cette dette est insoutenable, pour expliquer tout simplement que le Congo est presque en cessation de paiement et pour expliquer tout simplement que la signature du Congo n'est plus crédible pour aller lever les fonds ailleurs. Et ces dettes odieuses, quoi qu'on dise, deux pistes que nous mettons sur la table. La première piste partira, bien entendu, de ce qu'on s'asseye et qu'on regarde point, chapitre par chapitre, ces dettes, comme a eu à le souligner Mathias Ndjan, qui est spécialiste en la matière, comme le souligne souvent Clément Mirassa, qui est un spécialiste en la matière. C'est-à-dire qu'on s'asseye pour qu'on puisse se regarder et nos animateurs au niveau du projet commun pour la renaissance du Congo s'y attellent également. Et deuxième piste, c'est bien entendu les réformes structurelles. Les réformes structurelles s'imposent dans notre pays. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne peut pas faire l'économie des réformes structurelles comme l'a recommandé le FMI pour sortir de cette crise. Et je vais vous prendre un exemple simple pour montrer à quel point il y a de l'argent à prendre ailleurs. La rémunération mensuelle d'un parlementaire congolais. Un parlementaire congolais, que ce soit le député ou le sénateur. Il est rémunéré
à hauteur de presque 6 millions. 6 millions, 6 millions à plus de 6 millions un député ou un sénateur congolais. Alors, je vais vous dire exactement les différents chapitres pour un parlementaire. Il y a ce qu'ils appellent les frais de notes de suivi, plus de 2 650 000 francs. L'hôtel de fonction, 300 000 francs CFA. Le carburant, 690 000 francs CFA. La communication, 575 000 francs CFA. L'entretien du véhicule, 150 000 francs CFA. Les frais d'intendance, 350 000 francs CFA. Les fixes parlementaires, 825 000 francs CFA. Les frais de modération, 300 000 francs CFA. Le total, ça vous fait 5 840 000 francs CFA pour un parlementaire. Un parlementaire. Et si tu ajoutes à cela les frais de descente et autres, des frais de descente et autres, on arrive presque à plus de 6 millions. Voyez-vous, pour les parlementaires, vous prenez les députés et les sénateurs, combien ça coûte à l'État, congolais des gens. Donc, le rôle était, bien entendu, de mettre en place des missions d'enquête, des missions d'information pour auditer toutes ces dettes contractées par l'exécutif dont on sait pertinemment que c'est de la dette odieuse. Et comme ils ne le font pas, nous prendrons nos responsabilités pour faire en sorte que ces gens-là puissent aussi répondre demain de leurs responsabilités sur ces détournements de fonds. Je terminerai par le deuxième sujet, mes chers compatriotes. Non, j'ai oublié j'aurais dû terminer avec les actions, les actions par rapport à cette dette-là. Nous comptons, par rapport à cette dette-là, nous pensons que d'ici la fin de l'année, nous allons monter au créneau pour réagir. Et les réactions, les actions partiront à la fois de la diaspora et de l'intérieur du pays. La première action, c'est identifier tous les acteurs, institutions financières qui sont impliqués dans cette dette. Je vais vous dire par exemple, je prends le cas de la France. Nous avons le FMI, nous avons une dette bilatérale avec la France, nous avons le Club de Paris qui a un siège ici. Nous allons faire en sorte d'écrire à ces institutions, à l'Union européenne, à ces institutions pour leur demander de geler toute forme d'emprunt, de prêt au Congo-Brazzaville actuellement. Et à partir de ces actions de sensibilisation, on va les sensibiliser, nous irons sur le terrain, à travers des actions comme Homme Conduite, marcher devant ces institutions pour le dénoncer. Et en cela, nous allons nous mettre en coordination avec Brazzaville, avec nos frères et sœurs de la société civile, des citoyens, des partis politiques, pour mener les mêmes actions avec les mêmes thématiques, avec le même mode opératoire au Congo-Brazzaville, sur tous les territoires du Congo-Brazzaville, pour mettre en garde quasiment tous les acteurs bilatéraux, multilatéraux et qui sont impliqués dans la dette insoutenable, dans cette dette odieuse qui aujourd'hui est en train de quasiment de menacer l'existence de l'État congolais en tant qu'État-nation. Voilà ce que j'allais dire par rapport aux actions, mais en cela, il faut souligner deux choses. Ces actions, le point d'ancrage de ces actions devait être les jeunes. Les jeunes, pourquoi les jeunes? Mais parce que je viens de vous dire tout à l'heure, la dette odieuse menace l'existence, la survie, l'avenir même d'une génération. Un pays endetté, c'est vous qui en sacrifiez, mes amis, mes jeunes frères, mes enfants, mes neveux, mes nièces. Et en cela, ça concerne aussi les femmes, c'est-à-dire les mamans. C'est vous qui donnez la vie. Et lorsque vous donnez la vie, c'est-à-dire vous avez mis au monde un enfant, un enfant, et vous voulez voir cet enfant-là grandir, devenir demain quelqu'un, comme on dit chez nous. Mais avec ces dettes odieuses contractées par le régime de M. Denis Sassou Nguesso, c'est l'avenir de vos enfants, l'avenir de nos enfants qui est pratiquement hypothéqué. Donc, il est plus que jamais temps pour que, bien entendu, nous puissions nous lever
pour mettre à l'index ceux qui ont pris la responsabilité, en tout cas, d'endetter le Congo jusqu'au cou. Alors, je terminerai par le deuxième sujet. Le deuxième sujet concerne, on veut expliquer le lien entre ce qui se passe au Mozambique aujourd'hui et ce qui risque de se passer au Congo-Brazzaville. Bref rappel, vous savez qu'en avril 2022, M. Christelle Denis Sassou Nguesso venait de signer des accords. C'est pourquoi je dis Christelle, parce que c'est lui qui a signé tous les accords avec le régime de Kigali. Et à travers ces accords, il y a des accords militaires qui jusqu'à aujourd'hui sont restés secrets. Alors, nous avons eu à l'époque déjà un 17 avril 2022 sur une chaîne concurrente aussi, chez M. Christian Perrin, nous avons eu déjà à cette époque attiré l'attention des Congolais sur l'agenda caché de ces accords, notamment dans le domaine militaire. Et nous avions déjà à l'époque souligné le fait que le régime de Kigali, 4000 soldats sont actuellement au Mozambique, dans la région de Cabo Delgado. Ils sont venus, soi-disant, pour contrer une poussée djihadiste. Mais en réalité, ils ont eu plus ou moins la bénédiction d'une multinationale française, pour ne pas la nommer, c'est-à-dire Total, pour sécuriser l'exploitation du gaz dans cette région du Cabo Delgado. Et cette sécurisation se faisait aussi avec une contrepartie de plus de 20 millions d'euros qui doit être injecté par l'Union européenne afin de soutenir cette déportation, enfin, c'est pas une déportation, cette action militaire de Kigali au Mozambique. N'oubliez pas, mes chers compatriotes, le Mozambique, c'est quand même le Frélimo. C'est le pays de Samora Machel, un dirigeant, un panafricaniste. Donc, le Congo a été l'une des bases arrières lorsqu'il fallait se battre pour les mouvements de libération de la Mozambique. Et aujourd'hui, ce Frélimo, qui, depuis l'arrivée de la soldatesque rwandais, du corps expéditionnaire du Rwanda, ce régime est en train de se durcir. Et dernièrement, il y a eu des élections présidentielles, des élections qui ont été gagnées par le chef de l'opposition, M. Venantia Mondlane, je prononce très mal certainement, en tout cas il s'appelle Venantia Mondlane, il a gagné les élections et malheureusement le régime en place, c'est-à-dire du Frélimo, n'a pas voulu l'entendre de cette oreille, comme ça s'est passé chez nous en 2016, comme ça s'est passé chez nous en 2021, il y a une répression. Et qu'est-ce qui se passe? Lors de cette répression, tous les observateurs ont noté la présence des soldats rwandais aux côtés des soldats mozambicains pour réprimer. Il y a eu deux opposants qui ont été tués, d'autres enlevés, et la population mozambicaine est montée pour demander le départ de la soldatesque du corps expéditionnaire rwandais du Mozambique. Mesdames et messieurs, rien ne se fait au hasard. J'estime que c'est un champ d'expérimentation. C'est ce que Brazzaville est en train d'expérimenter. En tout cas, ce qu'ils voient là, c'est ce que Brazzaville est en train de regarder comme un champ d'expérimentation de ce qu'ils veulent faire chez nous à travers les accords militaires qui ont été signés entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville. Ils sont déjà les Rwandais du côté de la RCA. Ils sont du côté de Mozambique, ça chauffe là-bas. Et nous avons des rendez-vous majeurs. Le Congo traverse une zone de forte turbulence actuellement, craignant que demain, ces soldats rwandais qui sont en train de rentrer de manière, on va dire, vicieuse à travers des accords plus ou moins occultes, ces accords militaires qui n'ont jamais été mis sur la place publique et autres, tout ça va faire en sorte que demain, en cas de trouble dans notre pays, parce que le pouvoir veut conserver le pouvoir par tous les moyens, on se retrouve avec des soldats rwandais qui vont commencer à tirer sur les Congolais. Raison pour laquelle j'attire l'attention de la force publique congolaise,
le pays de Mariam Ngouabi, ce pays qui n'a jamais voulu héberger aucune puissance dans ce pays, au Congo-Brazzaville. Depuis Youlou jusqu'à actuellement, de manière officielle, le Congo n'a jamais voulu héberger un corps expéditionnaire d'une puissance, quelle qu'elle soit. Et il n'est pas question aujourd'hui que le Congo devienne le vassal du Rwanda, parce que le Rwanda a des objectifs stratégiques en face, c'est-à-dire à Kinshasa, pour déloger le pouvoir en place, et d'autres objectifs de s'installer à Brazzaville, au Congo en tout cas, pour faire en sorte que le Congo devienne un pays vassal, afin d'exploiter les ressources innombrables dont nous disposons. Voilà, mes chers compatriotes, le temps que j'ai voulu prendre pour vous édifier, pour vous donner des éléments d'appréciation au sujet de cette affaire de dette. Il n'y a aucune fatalité. Et surtout, et aussi sur cette question relative au corps expéditionnaire rwandais au Mozambique actuellement, en RCA à Bangui actuellement, et demain peut-être au Congo-Brazzaville, d'où d'ici le mois de décembre, nous devons encore remonter en première ligne pour dénoncer ces accords et exiger du pouvoir de Brazzaville la suspension, sinon, comment dirais-je, l'arrêt pur et simple de cette coopération qui ne peut, mais pas du tout, être au bénéfice des populations et de l'État congolais. Je vous remercie. Merci de m'avoir suivi.